L'idée simple que je voudrais développer, prima di mostrare 2 capitoli del mio film Urbanité, l'idée simple, c'est que la notion de foule n'est plus très intéressante aujourd'hui parce qu'elle ne correspond plus à la réalité de la combinaison entre l'individu acteur et la société telle qu'elle se concentre, se résume dans l'espace public. Donc je vais faire une histoire très brève du rassemblement, assembramento, en 3 moments. Effectivement, il y a un moment qu'on peut appeler le moment de la foule, qui est un moment où normalement la foule est bien organisée. En fait, il n'y a pas vraiment de foule, il y a des processions religieuses et de temps en temps, quelques débordements se produisent, plus ou moins contrôlés, parfois complètement incontrôlés. Et là, on voit la foule, c'est-à-dire en fait un système dont on parlera tout à l'heure à propos de la physique des molécules et des atomes, un système dans lequel les individus n'ont aucune importance parce que c'est l'ensemble des individus qui l'emportent complètement sur les parties qui le composent et il y a une logique propre qui échappe en fait à ses membres. Alors c'est intéressant de voir que le système des sociétés traditionnelles qui étaient très communautaires, où justement les individus étaient faibles dans un système de caste, d'ordre, de classe auquel ils appartenaient, de temps en temps, le système social permettait qu'il y ait quelques débordements, comme par exemple dans les carnavals, une idée typiquement catholique, pour créer un désordre provisoire qui, finalement, va renforcer l'ordre social. Mais de temps en temps, il y avait quand même de vrais débordements, et donc les jacqueries, c'est un terme français qui n'a pas de traduction en italien. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de jacqueries en Italie. Les paysans étaient vraiment heureux, donc ils n'avaient pas besoin de se révolter. Mais donc, effectivement, il y a parfois des débordements et on va retrouver ce type de débordement un peu plus tard avec la révolution industrielle où il y a des manifestations, des grèves qui ne sont pas à ce moment-là organisées par des syndicats ou des partis politiques, mais qui ont cette dynamique de la foule qui n'a pas de projet, mais qui finalement va faire des choses parfois violentes, qu'on peut identifier à un acteur qui serait la foule. Donc quelques images de ces processions. Là, c'est un tableau de Bruegel, et voilà un détail. Vous voyez que là, il y a une certaine ambiguïté. Le désordre n'est pas très loin. Il y a un projet qui est défini par l'organisateur de la procession, qui est une simulation, en fait, mais il y a une certaine liberté donnée aux agents qui ne sont pas vraiment des acteurs, mais qui pourraient éventuellement faire dégénérer l'événement. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays de sociétés où la religiosité est très importante et structurante pour la vie sociale, donc comme ici à Manille aux Philippines, mais les festivals, les grandes fêtes religieuses indiennes sont un très bon exemple aussi. Donc vous avez de grands rassemblements avec un prétexte, je dirais, très simple, mais qui donne l'occasion aussi à faire des choses qu'on ne ferait pas. C'est très clair dans les pèlerinages, dans les grandes manifestations religieuses en Inde. Beaucoup de choses qu'on ne ferait pas en temps normal, y compris dans la vie individuelle, dans les relations avec les autres. Là, encore une image de la Renaissance, du carnaval d'Anvers, je crois. Et puis, voilà maintenant ce que ça donne à Cologne. Et donc, vous voyez comment
le carnaval est un désordre qui renforce l'ordre. Et puis là-haut, là, dans les stades, avec ce mélange de spontanéité et d'organisation, donc c'est peut-être un héritage lointain. Parfois, ça dégénère aussi dans les stades. Il y a des morts dans les stades de temps en temps. Donc, on est dans ce système de foule plus ou moins contrôlée. Alors, le deuxième moment que je voudrais identifier, c'est ce moment très particulier que Hannah Arendt a appelé l'ère des masses. C'est un moment de basculement entre donc, ce que les penseurs de la théorie sociale plutôt allemands ou éventuellement français ont appelé le tournant entre la Gemeinschaft et la Gesellschaft. Le moment où les allégeances, les appartenances communautaires s'atténuent et où l'individu peut apparaître, peut dialoguer avec d'autres individus et avec la société dans son ensemble sans avoir à passer par l'intermédiaire d'un groupe qui était la communauté et à laquelle il avait délégué, involontairement d'ailleurs, son propre destin et dont il ne pouvait pas sortir sous peine de mort. Alors ça pouvait être les ethnies, ça pouvait être la religion, ça pouvait être des groupes définis par des critères biologiques comme le sexe ou l'âge. En tout cas, on ne pouvait pas en sortir, on ne pouvait pas s'en détacher. Donc ce mouvement de désallégeance vis-à-vis des communautés a été extrêmement favorisé par l'urbanisation. Donc la ville la joue un rôle parce que elle crée des mondes où il n'y a plus d'interconnaissance, où on est, comme a dit Lynn Lofland, a world of strangers. La ville, c'est un monde d'étrangers. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que tout le monde n'a pas encore compris. Il y a des gens qui disent dans la ville, on ne se connaît pas. Mais non, c'est ça, la ville. C'est un endroit où on ne se connaît pas. Donc si vous vous plaignez que dans la ville, vous ne connaissez pas les gens que vous rencontrez, rentrez chez vous, là, dans votre espace privé, vous connaissez a priori tout le monde. Enfin, on peut espérer. Donc la ville, c'est ça. Et du coup, c'est un défi pour l'individu. Et des gens comme Ferdinand Tönnies ou aussi Georg Simmel, qui a spécifiquement étudié la ville, étaient très inquiets, en fait. Ils pensaient que il y avait une avalanche d'informations que le cerveau humain était incapable de traiter et que les individus ne s'en sortiraient pas, qu'il y aurait des maladies spécifiques de la ville, peut-être ont-ils eu raison, et donc ils pensaient qu'il n'y aurait pas de sortie positive de la société communautaire. Alors effectivement, ce qui s'est passé, en tout cas dans une certaine période, c'est qu'il y a eu ce que Hannah Arendt appelait anomie, c'est-à-dire qu'on était déjà sorti de l'ancien système, mais on n'était pas encore entré dans un système où les individus, notamment ceux des classes populaires, seraient capables de s'organiser une biographie, de penser leur propre vie de façon autonome. Et ça a été le grand moment des totalitarismes où des organisations très bien construites ont réussi à embrigader, à enrégimenter des quantités considérables de personnes volontaires, mais volontaires pour perdre leur volonté. Et donc, ça donne, ça c'est à Strasbourg pendant la guerre, ça c'est en Corée du Nord, à Pyongyang, il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps. Et donc, on voit que là, on est dans un autre type d'objet. Ce n'est pas la foule telle qu'on la voyait dans la phase précédente. Là, l'individu est absolument réduit à néant, presque néant. Disons que c'est une capacité de motricité et d'obéissance aux ordres, et ça se limite à ça. Alors, je fais une toute petite parenthèse avec la multitude, parce que c'est un terme à la mode, et il y a tout un courant qui n'est pas seulement néo-marxiste, parce qu'il est un peu plus large, il est plus complexe, qui finalement voudrait que ce qu'il y avait de positif dans l'ère des masses soit relancé dans une société qui a changé.
Donc c'est des gens qui critiquent beaucoup la démocratie représentative, qui critiquent la République, au sens de Kant, au sens d'un état de droit, d'une autonomie du politique. Et ils pensent que la multitude, le mot multitude, exprime bien l'idée d'une conscience qui ne peut être que collective. Alors bon, bien sûr, je n'ai pas le temps de discuter, c'est un sujet intéressant, mais je pense que c'est une fausse piste parce que ça pose le problème de qui pense la multitude qui n'est pas dans la multitude. Donc en fait, on retrouve ce qu'il y avait dans le marxisme, c'est-à-dire une vision en fait aristocratique du politique, c'est-à-dire le fait qu'il faut des gens qui sont extérieurs à la société et qui sont les guides de la multitude, puisque la multitude toute seule, comme elle est conditionnée par l'idéologie dominante, elle ne pourra jamais, sans parti révolutionnaire, devenir un véritable acteur de la révolution. Ce n'est pas dit clairement dans le cadre des théories de la multitude, mais en fait, on se retrouve dans une situation comparable, puisque d'un côté, on dit que les individus isolés sont écrasés par le système économique, par le système de communication, et de l'autre, on dit que une fois en groupe, ils pourraient au contraire manifester une conscience sociale très importante. Alors, comment c'est possible ? C'est là qu'il y a un mystère, et il me semble que ce mystère ne peut être levé que si on introduit d'autres acteurs, ceux qui précisément prétendent penser la multitude. Voilà une photo des Indignados, donc à Madrid, qui exprimait bien justement cette idée que c'était possible de faire des mouvements politiques en dehors des partis. Bon. Le résultat actuel ne me semble pas très concluant, de même qu'avec Occupy aux États-Unis. Ça, c'est je trouve une très belle image de la multitude. Ça s'appelle Multitude et c'est une troupe de l'armée populaire de libération chinoise. Alors, le troisième moment, à mon avis, c'est celui que nous vivons d'ailleurs avec des réminiscences des autres, du 1, du 2 et du 2 bis. C'est l'idée de Norbert Elias que à la société de communauté succède la société des individus, où les individus donc deviennent des acteurs et où même quand ils sont dans des collectifs, dans des groupes, ce sont toujours des groupes réversibles. Contrairement aux communautés qui étaient des groupes desquels on ne pouvait pas sortir, les groupes actuels sont des groupes dont on peut sortir quels qu'ils soient, et nous sommes aujourd'hui indignés de l'interdiction que font certaines religions de ne plus appartenir à ces religions. Mais bon, l'apostat, c'est une invention chrétienne. Donc c'est pas le christianisme qui a inventé le droit de sortir de la communauté, soyons-en conscients. C'est simplement que les sociétés européennes ont obligé les églises à permettre cela, et d'ailleurs en Irlande ou en Pologne, c'est encore pas tout à fait simple de le faire. Donc c'est pas un problème de type de religion, mais ou de type de communauté. De la même manière, les communautés nationales ont été particulièrement violentes pour interdire de sortir de la nation. Donc ne soyons pas donneurs de leçons, nous Européens, de ce point de vue-là, mais le fait est que le mouvement est quand même plutôt parti de l'Europe, de l'Occident en général, et qu'aujourd'hui, dans l'espace public, nous avons des phénomènes qui ne sont pas pensables avec les instruments qui permettaient de penser les situations que j'ai évoquées précédemment. Donc cette relation acteur-environnement, c'est-à-dire le fait que vous êtes un individu, mais que vous, dans votre action, vous intégrez la pensée des autres, de l'existence des autres, de l'existence en fait d'un lieu tiers, d'une réalité tierce qui est la société dans son ensemble. Et je trouve que le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle en français la civilité. Alors c'est difficile à traduire en italien parce que civiltà, ça veut dire bien d'autre chose, donc je ne sais pas, on va dire civilité. Le fait de fabriquer du politique dans l'interaction. Quand vous êtes dans l'espace public, se jouent les relations avec l'ensemble de la société
mais ça se joue sans règle écrite, sans délibération comme dans une assemblée, mais dans le maniement des corps. Et c'est très important que ce soit des corps parce que nos corps sont fragiles. Il est facile de faire du mal à un autre corps, même de le tuer sans armes, si on a de mauvaises intentions. Et donc le fait de s'engager dans l'espace public, c'est faire le pari que notre corps s'en sortira bien, que ce sera un jeu à somme positive, et donc c'est un acte politique déjà très important. Et ensuite, on va gérer cet acte politique, on va décliner cet acte politique en s'arrangeant pour éviter les autres corps, en faisant ce que Erving Goffman a appelé l'inattention civile, c'est-à-dire le fait que c'est politique de ne pas faire attention aux autres, c'est-à-dire en fait de faire attention à ne pas faire attention aux autres. Et donc, c'est une technicité très sophistiquée, une rediscussion aussi de certaines règles, parfois par la parole, mais la plupart du temps par le jeu des corps, quand par exemple il faut gérer la sortie d'un bus, d'un tram, d'un métro, attendre que les autres soient sortis, régler le volume de son téléphone, de sa sonnerie, etc. Et donc, c'est constamment rediscuté, mais dans l'interaction. D'où l'idée que nous avons besoin d'un capital spatial important pour pouvoir gérer notre présence, notre coprésence avec les autres dans l'espace public. Alors maintenant, on va passer 2 extraits du film qui s'appelle Urbanité, que vous pouvez trouver sur Vimeo si vous voulez le voir entièrement. C'est très difficile de conclure parce que chaque exposé avait beaucoup de force et je ne parle pas du mien bien sûr, mais des autres, mais avait sa logique propre. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des points communs. Nous avons vécu une expérience de pensée puisque nous ne nous étions pas concertés. L'association nous avait demandé de faire un travail, mais nous n'avons pas collaboré, donc c'est peut-être intéressant de voir s'il y a des choses en commun, par exemple le carnaval, justement ce moment critique d'ordre et de désordre. On en a parlé, donc effectivement le moment où la foule hésite entre être l'expression d'un projet et un phénomène totalement spontané qui échappe aux organisateurs. Et puis l'autre élément qui était une espèce de fil conducteur, c'est moins empirique, mais qui m'a semblé important courir dans plusieurs exposés, c'est la tour de Babel. On peut rappeler quand même que, parce que souvent on oublie ce fait, Elena nous l'a dit, mais Babel, ça marche très bien. On se comprend dans Babel, on a une construction universelle qui est un succès total, et c'est juste parce que Dieu était jaloux qu'il a détruit Babel. Et nous sommes tellement imprégnés de cette culture anti-urbaine qui associe la ville à l'hubris que souvent, quand on demande à quelqu'un de résumer ce passage de la Genèse numéro 11 de l'Ancien Testament, les gens disent comme les gens étaient réunis, ils ne se comprenaient pas et c'était terrible, donc ça n'a pas marché. Et même, il y a cette idée de justification de l'incompréhension comme étant proprement humain, et l'idée que se comprendre, donc de faire une société-monde urbaine, ce serait un péché. Donc je pense que à la fois le mythe de Babel lui-même et ses interprétations multiples sont un intéressant fil conducteur. Et le troisième élément, donc, qui est plus abstrait encore, c'est que dans tous les exposés, il y avait un couple qui est le couple acteur-environnement, attore-ambiente.
ce couple apparaît extrêmement simple quand on le dit comme ça. Ce sont des mots assez banals. Et en fait, ce qui me semble intéressant, alors tant dans la science que dans l'art, c'était très clair dans les œuvres de notre ami, alors j'ai peur de mal prononcer, Do Jen Ju, ou dans les autres œuvres qui ont été montrées avant, la question, mais c'était vrai aussi bien sûr dans le film de King Vidor, et c'était vrai aussi dans ma propre démarche, le fait que nos sociétés aujourd'hui doivent constamment travailler ce couple. Les visions structuralistes consistant à représenter les individus comme de simples rouages de machinerie qui leur échappent pose un problème théorique qui n'a pas pu être résolu, car si c'était vrai, il n'y aurait pas d'histoire, il y aurait un total blocage du système. Inversement, les théories de l'individualisme méthodologique qui imaginent un individu unique, animé par une psychologie intemporelle, comme souvent dans la science économique standard, ça ne marche pas non plus parce qu'en fait, on sait bien que les individus seuls, ça n'existe pas et qu'ils intègrent, ils intériorisent la société dans son ensemble. Donc, je dirais que sur le plan théorique et aussi sur le plan esthétique, nous sommes condamnés à travailler ce couple en tension, qui est une tension pas forcément entre deux éléments antinomiques, parce que chacun intègre l'autre. Donc peut-être qu'il faut aussi inventer des appareils, des opérateurs logiques pour penser la relation acteur-environnement d'une façon plus dialectique, moins simpliste qu'on pourrait avoir tendance à le faire, tout simplement parce que il n'y a pas de moment où l'individu existerait sans la société et il n'y a pas de moment où la société existerait sans individu. Donc en fait, c'est un défi cognitif et je pense que l'un des éléments forts de l'association NEL, c'est son titre lui-même, NEL. Donc même si je le trouve un peu machiste, parce qu'il faudrait qu'il y ait aussi Nel là, je pense que ça résume exactement, alors peut-être c'est un hasard que justement ça tombe sur ce sujet aujourd'hui, mais je suspecte que tous les autres sujets seront aussi comme ça, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde où il y a des englobants, mais les englobés ont aussi un pouvoir sur l'englobant. Certes, nous arrivons, quand nous naissons, dans un monde qui nous préexiste et qui nous préfigure, mais en même temps, nous avons la capacité, de plus en plus, de modifier cet environnement dans lequel nous avons été produits. Donc, c'est cette complexité intellectuelle et ce défi esthétique qui, me semble, est à la fois le cœur du projet de Nel qui nous a invités, mais aussi quelque chose qui, chercheurs ou artistes, nous accompagne dans chaque instant de notre travail. Merci encore de cette invitation.